Amis lecteurs qui se livrent, lisez, dépouillez-vous de toute affectation, et, le lisant, ne vous scandalisez. Il ne contient ni mal ni infection. Vrai est qu'ici, peu de perfection vous apprendrait, sinon en cas de rire. Autre argument mon cœur ne peut élire, voyant le deuil qui vous mine et consomme. Mieux est de rire que de larmes écrire, pour ce que rire est le propre de l'homme. Beuveurs très illustres, et vous vérolés très précieux, à vous et non à autre est dédiée cette vie très horrifique du grand Gargantua. Ne jugez, à en lire le titre, n'être au-dedans traité que moquerie, folâtreries et menteries joyeuses. Par telle légèreté ne convient estimer les œuvres des humains. Vîtes-vous jamais un chien rencontrant quelque os à moelle? S'il avait vu, vous avez pu noter de quelle dévotion il le guette, de quel soin il le garde, de quelle ferveur il le tient, de quelle prudence il l'entame, de quelle affection il le brise, et de quelle diligence il le suce. Qui l'induit à ce faire? Quel est l'espoir de son étude? Quel bien en prétend-il? Rien plus qu'un peu de moelle. Il est vrai que ce peu est plus délicieux que le beaucoup du reste. À son exemple, il vous convient d'être sage pour fleurer, sentir et estimer ce beau livre de haute Grèce, puis, par curieuses leçons et méditations fréquentes, en rompre l'os et en sucer la substantifique moelle. Pour reconnaître la généalogie et antiquité de Gargantua, je vous renvoie à la grande chronique pantagruéline. En Icelle, vous entendrez plus au long comment les géants naquirent en ce monde et comment, d'ici, par ligne directe, fut issu le bonhomme Grangousier, père de Gargantua. Plût à Dieu que chacun sût aussi certainement sa généalogie. Pour moi qui parle, je crois que je suis descendu de quelque riche roi ou prince de jadis. Car jamais je n'ai vu d'homme qui eut davantage envie d'être roi et riche que moi, afin de faire grande chère, ne pas travailler, ne me soucier de rien, et bien enrichir mes amis. Mais revenons à nos moutons. Grangousier était un bon braillard en son temps, aimant à boire net autant qu'homme qui fut pour l'heure au monde, et mangeait volontiers salé. À cette fin, il avait ordinairement bonne munition de jambon de Mayence et de Bayonne, force langue de bœuf fumé, abondance d'andouilles en la saison, renfort de boutargue, provision de saucisses. En son âge viril, il épousa Gargamelle, fille du roi des Parpaillons, belle gouge et bonne trogne, et ils faisaient eux deux souvent ensemble la bête à deux dos, joyeusement se frottant leurs lards, tant qu'elle engrossa d'un beau fils et le porta jusqu'au 11e mois. Car autant, voire davantage, peuvent les femmes ventre porter quand c'est quelque chef-d'œuvre ou personnage qui doit en son temps faire de grandes prouesses. Messieurs les anciens pantagruélistes ont confirmé ce que je dis, et ont déclaré non seulement possible, mais aussi légitime l'enfant né d'une femme l'11e mois après la mort de son mari. Moyennant quoi, les femmes veuves peuvent franchement jouer du cerf-cropière à toutes envies 2 mois après le trépas de leur mari. Et je vous prie, par grâce, vous autres, mes bons averlans, si 10 selles en trouvez qui vaillent de se débraguetter, montez dessus et me les amenez, car si elles sont grosses, leur fruit sera héritier du défunt, et la grossesse connue, elles peuvent pousser outre et se chauffourrer les cuisses comme bon leur semble, vogue la galère, puisque la panse est pleine. Et si quelqu'un les blâme de soit faire rataconiculer ainsi sur leur grossesse, vu que les bêtes sur leur ventre n'endurent jamais le mâle masculin, elles répondront que ce sont bêtes, mais elles sont femmes. Elles. Voici l'occasion et manière comment Gargamelle enfanta. Et si vous ne le croyez, le fondement vous échappe. Le fondement lui échappait
une après-dînée, le 3e jour de février, pour avoir trop mangé des godbillots. Les tripes furent copieuses et tant friandes que chacun en léchait ses doigts. Le bonhomme Grand Gousier y prenait un plaisir bien grand et commandait que tout allât par écuelle. Toutefois, il disait à sa femme qu'elle en mangeât moins, vu qu'elle approchait de son terme et que cette tripaille en tant que flacon d'excréments n'était pas une viande louable. Par ma foi, disait-il, il a grande envie de mâcher merde, celui qui en mange le sac. Nonobstant ses remontrances, elle en mangea 16 muids, 2 bussards et 6 tupins. Oh, la belle matière fécale qui devait boursoufler en elle. Après dîner, tous allèrent pêle-mêle à la saucer, et là, sur l'herbe drue, dansèrent au son des flageolets et douces cornemuses, tant baudement que c'était un passe-temps céleste les voir ainsi soit rigoler. Ventre cinquenet, parlons. De boire. Vous preniez soif ou beuverie? Soif, car qui eût bu sans soif durant le temps de l'innocence? Beuverie, car privation présupposite habitum. Mouillez-vous pour sécher, ou séchez-vous pour mouiller? Je n'entends pas la théorique, mais de la pratique, je m'aide quelque peu. Je mouille, je humecte, je bois, et le tout de peur de mourir. Buvez toujours, vous ne mourrez jamais. Si je ne bois, je suis à sec, me voilà mort. Mon âme s'enfuira en quelques grenouillères. En sec, jamais l'âme n'habite. Sommelier, ô créateur de nouvelles formes, rendez-moi de non-bevant, bevant. Ce vin entre dedans mes veines. La pissotière n'y aura rien. C'est bien chier, chanter. Buvons! Moi plus qu'une éponge. Je bois comme un templier. Si je montais aussi bien que j'avale, je serais déjà haut en l'air. Si ma couille pissait une telle urine, la voudriez-vous bien sucer? Oui, Les passereaux ne mangent sinon qu'on leur tape la queue. Je ne bois sinon qu'on me la flatte. Ordons ici, à son de flacons et bouteilles, que quiconque aura perdu la soif n'est à la chercher séant. Le grand Dieu fait les planètes, et nous faisons les plats nets. L'appétit vient en mangeant, la soif s'en va en buvant. Remède contre la soif? Il est contraire à celui qui est contre morsure de chien. Courez toujours après le chien, jamais ne vous mordra. Buvez toujours avant la soif, jamais ne vous adviendra. Sommelier éternel, garde-nous de dormir. Du blanc, verse tout, verse de par le diable, la langue me peine. Oh, lacrima Christi. Et les fêtards tenant ces menus propos de beuverie, Gargamel commença à se porter mal du bas. Lors, Grand Gousier se leva de sur l'herbe et la réconfortait honnêtement. Courageux, ma brebis, dépêchez-vous de mettre bas, et bientôt, faisons-en un autre. Vous parlez à votre aise, vous autres hommes? Je me forcerai puisqu'il vous plaît. Mais, plût à Dieu que vous l'eussiez coupé. Quoi? Mon membre? Morbleu! Si bon vous semble, faites apporter un couteau. À Dieu ne plaise. Je ne le dis pas de bon cœur, mais parce que j'aurai trop à faire aujourd'hui si Dieu ne m'aide. Et le tout par votre membre, pour que vous fussiez bien aise. Peu de temps après, elle commença à soupirer, se lamenter et crier. Des sages-femmes vinrent de tous côtés et, la tâtant par le bas, trouvèrent quelques bouts de peau assez de mauvais goût.
Elle pensait que ce fut l'enfant, mais c'était le fondement qui lui échappait pour cause de la mollification du gras intestin d'avoir trop mangé des tripes, comme l'avons déclaré ci-dessus. Par cet inconvénient, furent relâchés les cotylédons de la matrice et l'enfant sursauta. Il entra dans la veine creuse et, grimpant par le diaphragme jusqu'au-dessus des épaules, prit son chemin à gauche et sortit par l'oreille. Dès qu'il fut né, ne cria pas comme les autres enfants « Mi, mi, mi !» mais à haute voix s'écriait « À boire, à boire, à boire !» Je ne doute pas que vous ne croyez rien de cette étrange nativité. Si vous ne le croyez, je ne m'en soucie. Mais un homme de bien, un homme de bon sens, croit toujours ce qu'on lui dit. Le bonhomme Grangousier, bevant et se rigolant avec les autres, entendit le cri horrible que son fils avait fait en entrant en lumière de ce monde. Lors, il dit « Que grand tu as !» Sous-entendu, le gosier. Ce qu'entendant, les assistants dirent que, vraiment, pour cela, il devait avoir le nom de Gargantua, puisque telle avait été la première parole de son père à sa naissance, ce qui fut accepté par lui et plut très bien à sa mère. Puis, pour apaiser l'enfant, lui donnèrent à boire à tire-larigot avant de le porter sur les fonts et de le baptiser comme est la coutume des bons chrétiens. Après quoi ils firent apporter 17 913 vaches pour l'allaiter, car de trouver nourrice suffisante n'était possible en tout le pays, considéré la grande quantité de lait requis pour l'alimenter. En cet état passa jusqu'à 1 an et 10 mois. Là, on commença de le porter et de le promener par-ci, par-là, joyeusement. Et il faisait plaisir à voir, car il avait bonne trogne et presque 10 et 8 mentons. Il ne criait que bien peu, mais il se conchiait à toute heure, car il était merveilleusement flegmatique des fesses, tant par sa complexion naturelle que par la disposition accidentelle qui lui était advenue à trop humer la purée de septembre, c'est-à-dire le mou des raisins et le vin. Une de ses gouvernantes m'a dit, jurant sa foi, qu'il en était tant coutumier qu'au seul son des pintes et flacons, il entrait en extase, comme s'il goûtait les joies du paradis, en sorte qu'elle, pour le réjouir au matin, faisait sonner devant lui des verres avec un couteau, ou des flacons avec leurs toupons, ou des pintes avec leurs couvercles. Alors, il s'égayait, il tressaillait, se dressait, lui-même en dodelinant de la tête, en monicordisant des doigts et baritonnant du cul. Gargantua, depuis les 3 jusqu'à 5 ans, fut nourri et institué en toute discipline par le commandement de son père. Et il passait son temps comme les petits enfants du pays, à savoir à boire, manger et dormir, à manger, dormir et boire, à dormir, boire et manger. Toujours, il se vautrait par les fanges, se mascarait le nez, se chauffourait le visage, éculait ses souliers, bâillait souvent aux mouches et courait volontiers après les parpaillons desquels son père tenait l'empire. Il pissait sur ses chausses, il se mouchait à sa manche, il morvait dans sa soupe, il buvait dans sa pantoufle, lavait ses mains dans le potage, mordait en riant, raillait en mordant, souvent crachait au bassin, pétait gras, pissait contre le soleil, se cachait dans l'eau pour la pluie, songeait creux, faisait le sucré, mangeait son pain blanc le premier, retournait à ses moutons, mettait la charrue devant les bœufs, se grattait où ça ne le démangeait pas, tirait les vers du nez, trop embrassé et peu étreigné, se chatouillait pour se faire rire, mangeait des choux et chiait. Les petits chiens de son père mangeaient dans son écuelle, et lui de même mangeait avec eux. Il leur mordait les oreilles, il lui graffinait le nez. Il leur soufflait au cul, il lui léchait les badigouinces. Ce petit paillard tâtonnait ses gouvernantes sans dessus dessous, sans devant derrière, hardi bourriquet, et déjà commençait d'exercer sa braguette, laquelle, chaque jour, ses gouvernantes ornaient de beaux bouquets et beaux rubans, passant leur temps à la faire revenir entre leurs mains et s'esclaffant de rire quand elle levait les oreilles. L'une la nommait ma petite Dille, l'autre ma Pine, l'autre ma branche de corail, l'autre ma Bonde, mon Bouchon, mon Vilebrequin, ma Tarière, ma Pendiloche, mon rude et bas, raide et bas, mon Dressoir, ma petite Andouille vermeille, ma petite Couille bredouille. Elle est à moi, disait l'une. C'est la mienne, disait l'autre. Moi, n'y aurais-je rien? Par ma foi, je la couperais donc. coupez. Mais vous lui feriez mal, madame. Coupez-vous la chose aux enfants. Il serait monsieur tout court. Sur la fin de la 5e année, Grangousier, revenant d'une longue guerre,
visita son fils Gargantua. Là fut réjoui comme un tel père pouvait l'être, voyant un tel enfant, et le baisant et l'accolant, l'interrogeait de petits propos puérils en diverses sortes. Au gouvernante, il demanda, en d'autres cas, si, par grand soin, elle l'avait tenu blanc et net, à quoi Gargantua fit réponse qu'il y avait donné ordre pour qu'en tout le pays, il n'y eût de garçon plus net que lui. Comment cela? Mon père, j'ai par une longue et curieuse expérience inventé un moyen de me torcher le cul. Le plus seigneurial, le plus excellent, le plus expédient qui fût jamais vu. Lequel? Je me torchais une fois d'un cachelet de velours d'une damoiselle, et le trouvai fort bon, car la mollesse de sa soie me causait au fondement une volupté bien grande. Une autre fois, je me torchai d'un chaperon. Une autre fois, avec des oreillettes de satin cramoisi. La dorure d'un tas de sphères de merde qui y étaient m'écorchèrent tout le derrière. Que le feu Saint-Antoine brûle le boyau culier de l'orfèvre qui le fit et de la damoiselle qui le portait. Cela me passa. Puis, fiantant derrière un buisson, trouvai un chat. Dit celui me torchait. Mais ses griffes m'exulcérèrent tout le périnée. De cela, je me guéris le lendemain, me torchant des gants de ma mère, bien parfumés de maljoint, puis me torcher au drap, à la couverture, au rideau, d'un coussin, d'un tapis, d'une nappe, d'une serviette, d'un mouche-nez et d'un peignoir, puis de laitue, de sauge, de fenouil. Voir, mais lequel torche-cul trouves-tu le meilleur? J'y viens, et vous le saurez bientôt. Je me torchais de foin, de paille, de bourre, de laine, de papier, mais toujours au cou il a su une amorce, qui sont cul sale de papier torche. Oh quoi? Mon petit couillon, tu rimes déjà. Oui, dame, mon roi, je rime tant et plus, et en rimant, souvent m'en rime. En voulez-vous davantage? Oui, mon garçon. En chillant l'autre jour, j'ai senti la gabelle que mon cul doit. L'odeur a empli tout le bois, j'en fus entier en puanti. Revenons à notre propos. Lequel? Chier? Non, mais torcher le cul. Mon père, il n'est point besoin de se torcher le cul, sinon qu'il y a ordure. Ordure n'y peut être si on n'a pas chié. Chier nous faut donc avant que le cul se torche. Oh, que tu as du bon sens, petit garçonnet. Ces prochains jours, je te ferai passer docteur en guet-science, par Dieu, car tu as de raison plus que d'âge. Poursuis ce propos torcheculatif, je t'en prie. Je me torchai après d'un couvre-chef, d'un oreiller, d'une gibecière, d'un panier, mais oh le malplaisant torche-cul. Puis d'un chapeau, puis d'une poule, d'un coq, d'un pigeon et d'un cormoran. Mais pour conclure, je dis et je maintiens qu'il n'y a meilleur torche-cul qu'un oison bien duveté, pourvu qu'on lui tienne la tête entre les jambes, et m'en croyez sur mon honneur, car vous sentez au trou du cul une volupté mirifique, tant par la douceur de son duvet que par la chaleur de l'oison, laquelle est facilement communiquée aux boyaux culiers et autres intestines, jusqu'à venir à la région du cœur et du cerveau. Et n'allez pas penser que la béatitude des héros et semi-dieux, qui sont par les champs élyséens, soit en leur asphodèle ou ambroisie ou nectar, elle est, selon mon opinion, en ce qu'il se torche le cul d'un oison. Comme Philippe, roi de Macédoine, découvrit le bon sens de son fils Alexandre, moi je vous dis qu'en ce seul propos que j'ai présentement tenu avec mon fils Gargantua, je sais que son entendement participe de quelque divinité, tant je le vois aigu, subtil, profond et serein. Il parviendra à un degré souverain de sapience s'il est bien institué et éduqué. Ah donc, je veux le confier à quelque homme savant pour l'endoctriner selon sa capacité et n'y veux rien épargner. De fait, on le confia à un grand docteur sophiste, nommé maître Tubal Holoferne, et il y fut 5 ans et 3 mois. Maître Tubal lui apprit sa charte si bien qu'il la disait par cœur, et au rebours.
Puis il lui apprit à écrire gothiquement, et écrivait tous ses livres, car l'art d'impression n'était encore en usage. Lors, ce précepteur mourut de la vérole qui lui vint. Donc en eut un autre, et un autre, et un autre. À temps son père s'aperçut qu'il étudiait très bien et y mettait tout son temps, mais qu'en rien ne profitait, et qui pisait en devenait fou, niais, tout rêveux et rassauté. Toute la contenance de Gargantua était qu'il pleurait comme une vache et se cachait le visage de son bonnet. De quoi Grangousier conclut: mieux lui vaudrait ne rien apprendre que de tels livres sous de tels précepteurs apprendre, car leur savoir n'est que bêterie, et leur sapience n'est que moufle, abâtardissant les bons et nobles esprits, et corrompant toute fleur de jeunesse. Le bonhomme consulta son conseil pour savoir quel précepteur on pourrait lui bailler, et fut avisé entre eux qu'à cet office serait mis le pédagogue Ponocrate, et qu'ensemble ils iraient à Paris pour connaître quelle était l'étude des jouvenceaux de France. Lorsque cette décision fut arrêtée, il advint que Fayolle, 4e roi de Numidie, envoya du pays d'Afrique à Grangousier une jument, la plus énorme, la plus grande qui fût jamais vue, et la plus monstrueuse, comme savait qu'Afrique apporte toujours quelque chose de nouveau, car elle était grande comme 6 oriflants, les oreilles pendantes, et avait une petite corne au cul, mais surtout avait la queue horrible, car elle était poids plus, poids moins, grosse comme la tour Saint-Jacques, et ni plus ni moins à ni crochet comme un épi de blé. Ladite jument fut amenée par mer en 3 bateaux et un brigantin jusqu'au port des Sables d'Olonne. Lorsque Grangousier la vit, s'écria: voici bien le cas pour porter mon fils à Paris. Donc en cet équipage prirent la route Gargantua, son nouveau précepteur Ponocrate et tous ses gens ensemble. Ainsi, joyeusement, faisant toujours grande chère, passèrent leur chemin jusqu'au-dessus d'Orléans. Là, ils entrèrent dans une ample forêt, horriblement fertile et copieuse en mouches bovines et frelons, de sorte que c'était une vraie briganderie pour les pauvres juments, ânes et chevaux. Mais la monture de Gargantua vengea honnêtement tous les outrages perpétrés en ce lieu sur les bêtes de son espèce, car dès qu'ils furent entrés en ladite forêt, et que les frelons lui eurent livré l'assaut, elle dégaina sa queue, et si bien s'escarmouchant les esmouchant qu'elle en a bâti tout le bois, à tort, à travers, deçà, de là, par-ci, par-là, en long, en large, dessus, dessous, elle abattait les arbres comme un faucheur fait d'herbe. De sorte que depuis, il n'y eut plus ni bois ni frelons, mais fut tout le pays réduit en campagne, ce que voyant, Gargantua y prit un plaisir bien grand, et dit à ses gens: je trouve beau ce... Et fut depuis appelé ce pays la Beauce. Finalement, ils arrivèrent à Paris, où ils se rafraîchirent 2 ou 3 jours, faisant grande chère, et s'enquêtant de savoir quel savant était pour l'or en ville, et quel vin on y buvait. Quand Gargantua visita la ville, il fut suivi en grande admiration par tout le monde, tant il était géant, et tant le peuple de Paris est sot, badaud, et tant inapte de nature, qu'un battleur, un porteur de rogatons, un mulet avec des cymbales ou un vielleux au milieu d'un carrefour assemblera plus de gens que ne ferait un bon prêcheur évangélique. Et tant le poursuivirent qu'il fut contraint pour se reposer de s'asseoir sur les tours de l'église Notre-Dame. De là, voyant tant de gens alentour, dit clairement: ouh, je crois que ces marous veulent que je leur paie ici ma bienvenue. Ils ont raison, je vais leur donner du vin. L'or, en souriant, détacha sa belle braguette et tirant sa mantule en l'air, les compissa si allègrement qu'il en noya 260 418, sans compter les femmes et les petits-enfants. Cela fait, il considéra les grosses cloches qui pendaient dans les tours et les fit sonner bien harmonieusement, ce que faisant, il lui vint en penser qu'elle servirait bien de grelot au cou de sa jument, laquelle il voulait renvoyer à son père, toute chargée de fromage de brie et de harengs frais. Et il les emporta. Toute la ville en fut émue. Le cas fut débattu. Et après avoir bien ergoté pro et contra, il fut conclu qu'on enverrait à Gargantua un sophiste de la faculté pour lui remontrer l'horrible inconvénient de la perte des cloches et le prier de les rendre. À cette affaire fut élu maître Janotus de Bracmardeau. Maître Janotus, tondu à la Césarine, vêtu de son liripipion à l'antique, et l'estomac bien antidoté d'eau bénite de cave, se transporta
chez Gargantua. Ce ne serait que bon que vous nous rendissiez nos cloches, car elles nous font bien besoin. Si vous nous les rendez à ma requête, j'y gagnerai 6 pans de saucisses et une bonne paire de choses qui me feront grand bien à mes jambes. Or ça, je vous prouve que vous me les devez payer. Voici ma tête. Omnis clocha clochabilis, in clochario clochando, clochant clochativo clochare facit clochabilité clochante, parius abet clochas, ergo gluc. C'est ma voix bien parlée, ça. Aïe, dominez, je vous prie, et nominez Patris et Filii Spiritus Sanctis Amen, que vous rendiez nos cloches, et Dieu vous garde de mal, et Notre-Dame de santé, qui vivit et régna per omnia saecula saeculorum. Amen. Une ville sans cloche, monsieur, est comme un aveugle sans bâton, un âne sans cropière, et une vache sans sabbat. Jusqu'à ce que vous nous les ayez rendus, nous ne cessons de crier après vous, comme un aveugle qui a perdu son bâton, de brailler comme un âne sans cropière, et de bramer comme une vache sans sabbat. Maître Janotus n'eut sitôt achevé que Ponocrate et Gargantua s'esclaffèrent de rire tant profondément qu'ils crurent en rendre l'âme à Dieu. Puis ils furent d'avis qu'on lui bailla les 6 pans de saucisses mentionnés dans le plaisant discours, avec une paire de choses et 25 muids de vin, vu qu'il leur avait donné du passe-temps et plus fait rire qu'aucun autre. Ainsi fut fait, et les cloches remises à leur place, les citoyens de Paris, par reconnaissance de cette honnêteté, s'offrirent d'entretenir et nourrir la jument de Gargantua. Et celui-ci se mit à étudier. Pour le commencement, Ponocrate, son nouveau précepteur, considérant que la nature n'endure de mutations soudaines sans grande violence, lui ordonna de faire à sa manière accoutumée. Gargantua dispensait donc de son temps comme ordinairement. Il s'éveillait entre 8 et 9 heures. Puis il se gambéillait, panadait et paillardait au lit quelque temps pour mieux esbaudir ses esprits animaux, et s'habillait selon la saison. Après, il se peignait les 4 doigts du pouce, car ses anciens précepteurs disaient que se peigner autrement, se laver et se nettoyer était perdre du temps en ce monde. Puis il fiantait, pissait, rendait sa gorge, rotait, pétait, bêillait, crachait, toussait et se morvait, et déjeunait de belles tripes frites, de beaux jambons et force soupes de primeur. Après avoir bien à point déjeuné, il allait à l'église, et on lui portait dans un grand panier un gros bréviaire à sa taille, pesant tant en graisse qu'en fermoirs et parchemins, poids plus, poids moins, 11 quintaux et 6 livres. Au partir de l'église, il étudiait une méchante demi-heure, les yeux assis sur ses livres, mais, comme on dit, son âme était à la cuisine. Pissant donc un plein pot urinal, il s'asseyait à table, et parce qu'il était naturellement flegmatique, commençait son repas par quelques douzaines de jambons, de langues de bœuf fumé, de boutargues, d'andouilles et autres plats avant-coureurs. Cependant, 4 de ces gens lui jetaient dans la bouche continuellement de la moutarde à pleine pelletée. Puis il buvait un horrifique trait de vin blanc pour se soulager les rognons. Après, mangeait, selon la saison, des viandes à son appétit, et ne cessait que quand son ventre lui tirait. Et, après avoir banqueté, s'étendait et dormait 2 ou 3 heures, sans penser ni mal dire. Puis, à son éveil, commençait d'étudier quelque peu, et s'allait promener. Au retour, se transportait à la cuisine pour savoir quels rôtis étaient en broche. Et il soupait très bien, par ma conscience, et volontiers conviait quelques beuveurs de ses voisins, avec lesquels buvait d'autant. Après souper, prenait les évangiles de bois, c'est-à-dire les damiers, échiquiers, jeux de loi, le tric-trac, les quilles et les bilboquets, et jouait avec ses compagnons. Puis,
Il s'en allait voir les garces d'alentour, et une fois rentré, dormait sans débrider jusqu'au lendemain matin. Quand Ponocrate connut la vicieuse manière de vivre de Gargantua, il délibéra de l'instituer et l'éduquer autrement. Pour commencer, l'introduisit en compagnie de gens savants, à l'émulation desquels lui grandit l'esprit et le désir d'étudier. Et peu à peu, Ponocrate lui fit oublier tout ce qu'il avait appris sous ses antiques précepteurs. Gargantua s'éveillait donc aux environs des 4 heures du matin. Pendant qu'on le frottait, lui étaient lues quelques pages de la divine écriture, hautement et clairement. Et selon le propos et argument de cette leçon, souvent fois, il s'adonnait à révérer, adorer et prier Dieu, duquel la lecture montrait la majesté. Puis il allait au lieu secret faire excrétion des digestions naturelles. Là, son précepteur lui répétait ce qui avait été lu, lui exposant les points les plus obscurs et difficiles. Cela fait, Gargantua était habillé, peigné, testonné, accoutré et parfumé, puis sortait hors et s'en allait en salle ou dans les prés jouer à la balle et au jeu de paume, galamment s'exerçant le corps comme ils avaient les âmes auparavant exercées. Puis il changeait de chemise et, doucement, se promenant, allait voir si le dîner était prêt. Là, attendant, récitait quelques sentences retenues de la leçon du matin. Cependant, Monsieur l'Appétit venait et, par bonne opportunité, s'asseyait à table. Après le repas, se courait les dents avec un trou de lentisque, se lavait les mains et les yeux de belle eau fraîche et rendait grâce à Dieu par quelques beaux cantiques. Puis, attendant la digestion de son repas, Gargantua se mettait à l'étude des sciences mathématiques, à savoir la géométrie, l'astronomie et la musique. La digestion parachevée, se purgeait à nouveau des excréments naturels et se remettait à son étude principale durant 3 heures ou davantage. Cela fait, sortaient de leur hôtel et s'allaient exercer aux arts de la chevalerie. Changeaient donc de vêtements, montaient à cheval, s'exerçait à la hache, branlait la pique, courait le cerf et le chevreuil, nageait en eau profonde dans la rivière de Seine, plongeait dans les abîmes et les gouffres, montait en bateau et le gouvernait. Sortant de l'eau, courait en contre une montagne et la dévalait aussi franchement, grimpait aux arbres comme un chat, puis jetait le dard, la javeline, tirait à l'arc et l'arquebuse, sautait à la perche, et pour s'exercer les poumons, criait comme tous les diables. Je l'ai une fois entendu appeler Ponocrate depuis la porte de Saint-Cloud jusqu'à Montmartre. Les jours de pluie, allez voir les orfèvres, tailleurs de pierre, les alchimistes, les horlogers et imprimeurs, et partout, offrant le vin, apprenait et considérait l'industrie et invention des métiers. De retour au logis, se remettait à table. Notez ici que le souper était copieux et large, mais le dîner avait été sobre frugal, ce qui est la vraie diète, quoiqu'un tas de badauds médecins conseillent le contraire. En pleine nuit, avant d'aller dormir, allaient au lieu de leur logis le plus découvert, voir la face du ciel et y noter les figures, situations, aspects, oppositions et conjonctions des astres. Puis récapitulait brièvement tout ce qu'il avait vu, lu, su, fait et entendu au cours de la journée. Toutefois, Ponocrate, pour le reposer de cette étude véhémente, avisait une fois par mois quelques jours bien clairs et sereins, ou sortir au matin de la ville et aller à Gentilly, ou à Boulogne, ou à Montrouge, passer leur temps à faire grande chère, raillant, jouant, chantant, dansant, beuvant d'autant, et se vautrant dans les prés, dénichant les passereaux, prenant des cailles et pêchant la grenouille. Ainsi fut gouverné Gargantua, et continuait-il de même de jour en jour, tant bonnement qu'il semblait que ce fût un passe-temps de roi, plutôt que l'étude d'un écolier. Or, laissons-les et retournons au domaine du bonhomme Grangousier. En ces 8 ans qui fut la saison de vendange,
Au commencement de l'automne, ces bergers et métayers étaient à garder les vignes et empêcher que les estourneaux ne mangeassent les raisins. Lors, des gens du château de Lernay passaient par là, menant à la ville 10 ou 12 charges de foisse. Ce que voyant, un des bergers les arrêta courtoisement. Oh là, les foissiers de Lernay! Baillez-nous de vos foisses au prix du marché, car c'est un menu céleste de manger à déjeuner des raisins avec des foisses fraîches. Point à vous n'appartient à manger ces belles foisses. Oh, chiant-lit, brèche-dents, lime sourde. Fainéant, friando, Putain, talvassier, rien ne vaut, rustre, malotru, gombrageux, claque-dents, broyer des troncs. Ah, berger de merde. Oh, depuis quand avez-vous pris corne? Qu'est-on roc devenu? Vous nous en vouliez volontiers bailler de la guerre et maintenant le refusez. Ce n'est le fait de bons voisins, et ainsi nous vous faisons, nous, qu'on venait ici acheter notre bon froment, duquel vous faites vos gâteaux et foisses. Par la mère Dieu, vous en pourriez vous repentir, et aurez un jour affaire à nous. Ah, vraiment, tu es bien accrété ce matin. Tu mangeas hier soir trop de mille. Allez, viens ça. Viens ça. Je te donnerai de ma foisse. Lors, le berger approcha en toute simplesse, et tirant un denier de son baudrier, il pensait que l'autre allait lui donner de ses foisses. Mais il lui bâilla de son fouet à travers les jambes. On entre à la force! Les métayers, qui là auprès écalaient des noix, accoururent avec leurs grandes gaules et frappèrent sur ces foissiers comme sur du seigle vert. Les autres bergers et bergères, au cri de leurs compagnons, vinrent avec des frondes et les pourchassèrent à grands coups de pierre tant menus qu'il semblait que ce fût grêle. Finalement, les attrapèrent et prirent de leurs foisses environ 4 ou 5 douzaines. Toutefois, ils les payèrent au prix accoutumé. Puis les foissiers vilainement blessés s'en retournèrent à Lernay. Lors, les bergers et bergères firent grande chère et se rigolèrent ensemble au son de la belle bousine, se moquant de ces beaux foissiers glorieux qui avaient trouvé la malencontre. Les foissiers, eux, retournés à Lernay, se transportèrent un continent devant leur roi nommé Picrocole, 3e de ce nom, et là, proposèrent leur plainte, montrant leurs paniers rompus, leurs bonnets foupis, leurs robes déchirées, leurs foisses détroussées. Ils disaient le tout avoir été fait par les bergers et métayers de Grand-Gousier. Aussitôt, Picrocole entra en courroux furieux, et sans plus outre s'interroger quoi ni comment, fit crier par son pays, banc et arrière-banc. Et que chacun, sous peine d'être pendu, et couvre, convainc ton arme sur la grande place du château à heure de midi. Pour mieux confirmer son entreprise, il envoya sonner le tambour à l'entour de la ville. Lui-même, cependant qu'on apprêtait son dîner, alla faire affûter son artillerie, déployer son enseigne et charger force munitions. En dînant, il bâilla les commissions et fut, par son édit, constitué le seigneur Trépelu, capitaine de l'avant-garde, avec 16 014 arquebusiers et 35 000 aventuriers. À l'artillerie fut commis le grand écuyer Touquedillon, avec 914 grosses pièces de bronze en canons, serpentines, bombardes, passe-volants, spiroles et autres pièces. L'arrière-garde fut baillée au duc Raquedenard. En tête se tint le roi et les princes de son royaume. Et que chacun marche sous mon enseigne. Artisanat. Ah donc, sans ordre ni mesure, ils prirent les champs les uns parmi les autres, gâtant et dissipant tout par où ils passaient, sans épargner ni pauvres ni riches, ni lieux sacrés, ni profanes. Emmenaient bœufs, vaches, taureaux, génisses, brebis, moutons, chèvres et boucs, poules, chapons, poulets, oisons, jarres, oies, porcs, truies, gorées, abattant les noix, vendangeant les vignes, emportant les ceps, croulant tous les fruits des arbres. C'était un désordre incomparable que ce qu'ils faisaient, et ne trouvèrent personne qui leur résistât. Tant firent et tracassèrent, pillant et larronnant, qu'ils arrivèrent à l'abbaye de Seuillé, où de bons moines menaient une vie exemplaire. En l'abbaye était pour lors un moine clostrier nommé frère Jean des Entomures. Jeune, galant, frisque, bien adroit, hardi, aventureux, délibéré,
Maigre, bien fendu de gueule, bien avantagé en nez, beau débrideur de messe, beau décrotteur de vigile, pour tout dire sommairement, vrai moine s'il en fut depuis que le monde moinant moina de moinerie. Et celui, entendant le bruit que faisaient les ennemis par le clos de leur vigne, sortit hors pour voir ce qu'ils faisaient, et avisant qu'ils pillaient leur clos auquel était leur vin pour tout l'an à venir, retourne au cœur de l'abbaye où étaient les autres moines. Vertu Dieu, c'est bien chier chanter. Que ne chantez-vous à Dieu panier vendanges sont faites? Je me donne au diable s'ils ne sont en autre clos, étant bien coupé cèpe et raisin qu'il n'y aura par le corps Dieu aucune grappe à grappiller dedans pour 4 années. Ventre Saint-Jacques, que boirons-nous cependant, nous autres pauvres diables? Mais que fait cet ivrogne ici? Qu'on le mène en prison? Oh, troubler ainsi le service divin. Mais le service du vin, faisons tant qu'il ne soit troublé, car vous-même, monsieur le prieur, aimez boire, et du meilleur. Oui. Jamais un homme noble ne hait le bon vin, mais ces cantiques chantés ici ne sont par Dieu point de saison. Écoutez, messieurs, vous autres qui aimez le vin, le corps Dieu me suivez, car hardiment que Saint-Antoine me grille, si ceux tâtent du pot qui n'auront secouru la vigne. Lors, frère Jean mit bas son grand habit et se saisit du bâton de la croix comme épée. Puis il mit son froc en écharpe et de son bâton de croix donna si brusquement sur les ennemis, qui sans ordre ni enseigne, ni trompette, ni tambourin pillaient le clos, qu'il les renversa comme des porcs, frappant à tort et à travers. Aux uns écrabouillait la cervelle, aux autres rompait bras et jambes, aux autres délogeait les spondyles du cou, aux autres démoulait les reins, avalait le nez, pochait les yeux, fendait les mandibules, enfonçait les dents dans la gueule, décrouillait les omoplates, dégrondait les ichis, débesillait les fossiles. Si quelqu'un voulait se sauver en fuyant, celui faisait voler la tête en pièces par la commissure lambdoïde. Si quelqu'un voulait se cacher entre les cèpes plus épais, celui froissait toute l'arête du dos et l'éreintait comme un chien. Si quelqu'un grimpait en un arbre, pensant y être en sûreté, celui, de son bâton, empalait par le fondement, frappait si fort sur le nombril qu'il en faisait sortir les tripes ou perçait le boyau culier par le travers des couillons. C'était le spectacle le plus horrible qui fût jamais vu. Les uns criaient « Sainte Barbe !» les autres « Saint Georges !» les autres « Sainte Nitouche !» Les uns mouraient sans parler, les autres parlaient sans mourir. Les uns mouraient en parlant, les autres parlaient en mourant. Ainsi, par sa prouesse, furent déconfits tous ceux de l'armée picrocoline qui étaient entrés dedans le clos, jusqu'au nombre de 13 622, sans compter les femmes et les petits-enfants. Cela s'entend toujours. Or, laissons-les là, et retournons vers le bonhomme Grand-Gousier qui, après souper, non averti encore des excès et pillages que faisait Picrocole en ses terres et domaines, se chauffait les couilles à un beau, clair et grand feu, et, attendant que grillent les châtaignes, songeait à son fils qui était à Paris, bien à l'étude des bonnes lettres et exercices athlétiques. Puis, doucement, faisait à sa femme de beaux contes du temps jadis. Notre maître Picrocole, votre voisin est tout hors de son sens et délaissé de Dieu. Il a pillé, gâté, saccagé tout le pays, excepté le clos de l'abbaye de Seuillé, que frère Jean des Entremurs a pu sauver. Hélas, hélas, est-ce vrai ce que tu dis? Oui. Rêve, Picrocole, mon ancien ami de tout temps, me vient-il assaillir de la sorte? Là, ma vieillesse ne requérait dorénavant que repos. Mais il faut, je le vois bien, que maintenant de harnais je charge mes pauvres épaules lasses et faibles, et quand ma main tremblante, je prenne la lance et la masse pour secourir et garantir mes pauvres sujets. La raison le veut ainsi, car de leur labeur je suis entretenu, et de leur sueur je suis nourri, moi, mes enfants et ma famille. Ce, nonobstant, je n'entreprendrai guère, que je n'ai essayé auparavant tous les arts et moyens de la paix. Quelle cause prétend-il de ces excès?
Il n'a cause quelconque exposé, sinon qu'il dit très en colère quelques mots de Fouasse. N'aurait-on point fait outrage à ces foissiers? Non. Non. Je le veux savoir, Pillot, avant qu'autre chose délibérée sur ce que serait de faire. Pour dire vrai, on a pris par force quelques Fouasse à ces gens, et ils ont reçu quelques coups de tripart sur la tête. Mais le tout a été bien payé, notre maître. Et ce sont eux qui, les premiers, ont blessé l'un des nôtres à coups de fouet dans les jambes. Puisqu'il n'est question que de quelques Fouasse, j'essaierai de le contenter, car il me déplaît par trop de lever guerre. Combien a-t-on pris de Fouasse? 4 ou 5 douzaines. Qu'on en fasse 5 charretées cette nuit, et que l'une soit de Fouasse faites à beau beurre, beau jaune d'œuf, beau safran et belles épices, pour être données aux blessés. Et pour leurs intérêts, je leur donne 700 000 et 3 pièces d'or, pour payer les barbiers qui les auront pansés et soignés. Et, d'abondant, je leur offre la métairie de la Pomardière, à perpétuité franche, pour eux et leurs familles. Ah donc il fit convoquer son conseil et proposa l'affaire comme elle était. Il fut conclu qu'on enverrait quelque homme prudent en ambassade à Picrocole. De même, sagement, fut décidé de rappeler de Paris son fils et ses gens, afin de maintenir le pays et le défendre au besoin. Le tout plut à Grand Gousier. Il commanda qu'ainsi fût fait. Sur l'heure, il envoya le Basque, son laquais, quérir à toute diligence Gargantua, et pour ce faire, lui écrivit comme s'ensuit. Mon fils, la ferveur de tes études requérait que de longtemps ne te révocasses de ce repos philosophique. Si la confiance de nos amis n'eût de présent frustré la sûreté de ma vieillesse. Mais, puisque telle est cette fatale destinée, que paresseux sois inquiété, force me est te rappeler au subside des gens et biens qui te sont, par droit naturel, confiés. Car, comme débiles sont les armes au dehors, si le conseil et la sagesse n'est en la maison, vaine est l'étude, et le conseil inutile, s'il n'est en temps opportun, exécuté par raison. Par quoi, mon fils, je voulais que tu emploies ta jeunesse à profiter en études et vertus. Et comme selon le sage Salomon, sapience n'entre point en âme malivole, et science sans conscience n'est que ruine de l'âme, il nous convient servir, aimer et craindre Dieu, et mettre en lui toute pensée et tout espoir. Ma délibération n'est de provoquer mais d'apaiser, d'assaillir mais de défendre, de conquérir mais de garder mes sujets et terres héréditaires auquel est hostilement entré Picrocole, sans cause ni occasion. Je me suis mis en devoir pour modérer sa colère tyrannique, lui offrant tout ce que je pensais lui pouvoir être en contentement. Pourtant, mon fils aimé, le plus tôt que faire pourra, ces lettres lues, retourne à diligence secourir, non tant moi, ce que toutefois par pitié naturellement tu dois, que les tiens, lesquels par raison tu peux sauver et garder. L'exploit sera fait à moindre effusion de sang que sera possible. Et si possible est, nous sauverons toutes les âmes et les renverrons joyeuses à leur domicile. Très cher fils, la paix de Christ, notre Rédempteur, soit avec toi. Du 20e de septembre, ton père.
Grand Gousier. Cette lettre dictée et signée, Grand Gousier ordonna qu'Ulrich Gallet, maître de ses requêtes, homme sage et discret, alla devers Picrocole pour lui apporter ses offrandes. Aussitôt, le bonhomme Gallet partit à la Roche-Clermault, que Picrocole avait assailli et pris d'assaut la veille. Par le chemin, il fit cueillir force grands rameaux de joncs et de roseaux pour mettre autour de leur charrette emplie de fouasses. Lui-même en tenait un en sa main pour donner à connaître qu'il ne demandait que la paix et qu'il venait pour l'acheter. Mais Picrocole, à tous les propos de l'ambassadeur, ne répondait autre chose sinon « Venez nous quérir! Venez nous quérir! Nous avons de belles couilles molles. Nous vous prierons de la fouasse. » Seigneur, ces rustres ont belle peur. Par Dieu, Grand Gousier se conchit, le pauvre beurre. Oh, ce n'est son art d'aller en guerre, mais plutôt de vider des flacons. Je suis d'avis que retenons ici ces fouasses, et nous hâtons de remparer ces hancs, et poursuivre notre fortune. Mais pense-t-il bien avoir affaire à une dupe de vous paître de ces fouasses? Voilà ce que c'est le bon traitement et la grande familiarité que vous leur avez tenue. Oignez vilain, il vous poindra. Poignez vilain, il vous oindra. Ça par Saint-Jacques, ils en ont! Faites aussi qu'avait dit. D'une chose, Seigneur, vous veux-je advertir, nous sommes ici assez mal avitaillés et pourvus maigrement de harnais de gueule. Et si Grand Gousier nous mettait siège, on irait dès à présent faire arracher les dents toutes. Nous n'aurons que trop de mangeaille. Enfin, sommes-nous ici pour manger, ou pour batailler? Pour batailler, vraiment, mais de la panse vient la danse, et où fin règne, force s'en va. Oh, tant jasé! Saisissez ce qu'ils ont amené! Saisissez ce qu'ils ont amené, et n'approchez désormais de si près vous autres pour la cause qu'on vous dira, demain. Je vois qu'il n'est aucun moyen de vous tirer à paix, sinon par vive et forte guerre. Moi, Ulrich Gallet, je vous avise au nom de mon bon maître Grand Gousier que vous vous en repentirez. Vous en souvienne. Ah donc, prirent à Ulrich Gallet l'argent, les fouasses, les bœufs et les charrettes. Ceci fait, le grand écuyer Touquedillon et le duc de Merdaille comparurent devant Picrocole. Sire, aujourd'hui, nous vous allons rendre le plus heureux, le plus chevaleureux prince qui fut jamais vu depuis Alexandre de Macédoine. Allez, couvrez-vous. Oh, grand merci, sire. Nous sommes à votre devoir. Voici le moyen. Vous laisserez ici quelques capitaines en garnison avec petite bande de gens pour garder la place, laquelle nous semble par nature assez forte. Votre armée partirait en deux. L'une partie ira se ruer sur ce Grand Gousier et ses gens. Par elle, le vieillard sera de prime abord déconfit. Là, recouvrerait argent à tas, car le vilain en a du content. Vilain, disons-nous, parce qu'un homme n'a jamais un sou. L'autre partie, cependant, tirera vers Aunis, Saintonge, Périgord, Médoc et Gascogne. Sans résistance, prendront ville, château et forteresse. À Bayonne, à Saint-Jean-de-Luz et à Fontarabie saisirez tous les navires, et voguant vers Galice et Portugal, pillerez tous les lieux maritimes jusqu'à Lisbonne. Par le corps Dieu, Espagne se rendra, car ce ne sont que rustres. Vous passerez le détroit de Séville, et là érigerez 2 colonnes, plus magnifiques que celles d'Hercule, à perpétuelle mémoire de votre nom, et sera nommé ce détroit la mer Picrocoline. Passez la mer Picrocoline. Voici le pirate d'Arberousse-Bert qui se rend votre esclave. Je le prendrai à merci. Pourvu qu'il se fasse baptiser. Puis attaquerez les royaumes de Tunis, Hypès, Alger, Beaune, Coronne et hardiment toute la barbarie. Passant outre, retiendrez en votre main Majorque, Minorque, oui, Sardaigne, Corsique et autres îles de la mer Baléare. Tournant à gauche,
dominerez toute la Gaule narbonique. Provence, Allobroge, Gênes, Florence, et à Dieu ne plaise, Rome. Le pauvre monsieur du pape meurt déjà de peur. Par ma foi, je ne lui baiserai jamais sa pantoufle. Voilà Naples, Calabre et Sicile toutes à sac, et Malte avec. J'irai volontiers à Lorette. Non, ce sera hors tour. De là, prendront Candie, Chypre, Rhodes et les îles Cyclades. Alors, Dieu garde Jérusalem, car le sultan n'est pas comparable à votre puissance. Oh, je ferai donc bâtir le temple de Salomon. Non, encore. Attendez un peu. Ne soyez pas si prompt à vos entreprises. Savez-vous ce que disait Auguste? Hâte-toi lentement. Il vous convient d'abord avoir l'Asie mineure jusqu'à l'Euphrate. Quoi? Pauvre de nous. Mais quoi? Par ma foi, nous sommes affolés, nous déraisonnons. Que boirons-nous par ces déserts? Oh, n'ayez aucune crainte, sire. Nous avons déjà donné ordre à tout. Par la mer Syriaque, vous avez 9014 grands navires chargés des meilleurs vins du monde qui sont arrivés à Jaffa. Boire, mais nous ne bûmes point frais. Oh, par la vertu Dieu, un preux, un conquérant, un prétendant et aspirant à l'empire universel ne peut toujours avoir ses aises. Mais que fait cependant la part de notre armée qui déconfie ce vilain bonhomme grand gousier? Il ne chôme pas. Oh non, nous les rencontrerons bientôt. Ils vous ont pris Bretagne, Normandie, Hainaut, Brabant, Artois, Hollande. Ils ont passé le Rhin par-dessus le ventre des Suisses et Lansquenet et ont dompté Luxembourg, Lorraine, Champagne, Savoie, jusque à Lyon. De là, ont mis à sac Württemberg, Bavière, Autriche et Moravie. Puis ont donné fièrement sur Lübeck, Norvège, Suède, Danemark et Groenland, jusqu'à la mer glaciale. Cela fait, subjuguèrent Écosse, Angleterre et Irlande, et naviguant par la mer Meuse, et les Sarmates ont dominé Prussie, Polonie, Lituanie, Russie, la Transylvane, et la Hongrie, Bulgarie, Turquie, et sont à Constantinople. Ne tuerons-nous pas tous ces chiens turcs et mahométans, car je veux être aussi empereur de Trébizonde. Que diable nous ferons? Et donnerez leurs biens et terres à ceux qui vous auront servi honnêtement. La raison le veut, c'est équité. À vous, duc de Merdaille, dans la Turquie, Syrie et toute Palestine. Sire, c'est du bien de vous, grand merci. Dieu vous fasse toujours prospérer. À vous, tout que Dion, je vous donne la Prussie, la Polonie et toute la Russie. Oh. Sire, c'est du bien de vous. Dieu vous fasse toujours prospérer. Dites-moi, j'ai grand peur que toute cette entreprise sera semblable à la farce du pot au lait, duquel un cordonnier se faisait riche par rêverie. Puis le pot cassé n'eut de quoi dîner. Mais que prétendez-vous par ces belles conquêtes? Ce sera nous retourner, reposerons à nos aises. Et si par cas jamais n'en retourner? Car le voyage est long et périlleux. N'est-ce mieux que, dès maintenant, nous nous reposions, sans nous mettre en ces hasards?
Oh, pardieu, voici un bon rêveur. Mais tant que nous y sommes, allons nous cacher au coin de la cheminée, et là, passons avec les dames notre vie et notre temps à enfiler des perles. Qui ne s'aventure n'a ni cheval, ni mule. Qui trop s'aventure perd cheval et mule. Oh. Baste passantre. Je ne crains que ces diables de légion de Grand Gousier. Cependant que nous sommes en Mésopotamie, si nous en donnait sur la queue, quel remède? Bon, une petite commission, laquelle vous enverrez aux Moscovites, vous mettra en campagne sur le champ 450 000 combattants d'élite. Oh, si vous me faites votre lieutenant, je les étriperai tous. Je mords, je tire, je frappe, j'attrape et je rue. 6, qu'on dépêche, et qui me aime, me suit. En cette même heure, sitôt lu la lettre de son père, Gargantua sortit de Paris sur sa grande jument. Ponocrate, pour le suivre, avait pris cheval de poste. Et, ainsi, retournant vers la demeure familiale pour y garder la paix, ensemble devisaient-ils, tenant de beaux propos philosophiques. Par ma foi, voulez-vous soutenir que la braguette est la pièce principale du harnais militaire? Mais oui, Ponocrate, je le maintiens, et non à tort. Voilà une doctrine paradoxe et nouvelle. Cette doctrine, Ponocrate, n'est ni étrange, ni neuve. Moi, je soutiens qu'en guerre, mieux vaut la tête protégée. Car quand Issek déguste force artillerie, à rien ne sert d'avoir une bonne braguette. La nature nous enseigne où est la raison. Vois comment elle a voulu les plantes, arbres et arbrisseaux, une fois par elle créés, perpétuer et durer sans jamais laisser dépérir les espèces, encore que les individus périssent. Avec étude et minutie, elle a armé leurs germes et semences, et non les feuilles et les fruits. Ouais. Elle les a munis et couverts par de curieuses industries de gousses, vagines, coques, noyaux, calices, duvets, écorces et épines qui leur sont comme de fortes et belles braguettes naturelles. Mais ainsi n'a-t-elle pourvu à la perpétuité du genre humain, car elle a créé l'homme nu, tendre et fragile au premier âge d'or, comme animal né pour la paix, non pour la guerre. Hélas, la multiplication des malices entre les humains à l'âge de fer lui fit nécessité de s'armer de nouveau. Ventre saint Quenet, depuis les dernières pluies, tu es devenu grand philosophe, Gargantua. Considère comment la nature l'a inspiré de s'armer et quelle partie de son corps il a commencé de servir. Ce fut par la vertu Dieu, la couille. Oh non, la tête. La couille, je te dis. La tête, je maintiens. Oh. Par tous les diables, la tête perdue ne périt que la personne. Les couilles perdues périrait toute l'humanité. J'avoue, vos arguments sont péremptoires. Et c'est pour cette cause, Ponocrate, que le seigneur de Merville, essayant quelques jours un harnais neuf pour suivre son roi en guerre, car il ne pouvait plus se servir du sien antique et à demi rouillé à cause que, depuis certaines années, la peau de son ventre s'était de beaucoup éloignée des rognons. Il vit sa femme considérer en esprit contemplatif le peu de soin qu'il prenait du paquet et bâton commun de leur mariage, vu qu'il ne l'armait que de méchantes mailles. Savez-vous bien ce qu'elle lui dit? Par ma foi, non. Celle qui vit son mari tout armé, fort la braguette. Aller à l'escarmouche, lui dit: ami, de peur qu'on ne vous touche, armez cela qui est le plus aimé. Quoi? Tel conseil doit-il être blâmé? Je dis que non. Car sa peur la plus grande de perdre était, le voyant animé, le bon morceau dont elle était friande. Vive Dieu! Elle avait, m'est avis, bien compris les secrets de tout l'art militaire et les dangers les plus rudes qui s'y puissent craindre. Allez, au galop!
2 ou 3 jours après, Gargantua et Ponocrate arrivèrent à la demeure familiale. Le bonhomme Grand-Gousier, qui en grande impatience attendait, embrassa son fils longuement. Mon fils, n'eût été l'adversité et le malheur qui nous assaillent, la joie de te revoir m'eût arraché des larmes. Mais la folie de nos ennemis et la fureur qui les anime requièrent davantage la fermeté et la colère que s'émouvoir et s'attendrir. Cependant, pour ce soir, je veux te festoyer et que tu sois le très bienvenu. Lors, on apprêta le souper. Furent rôtis 16 bœufs, 3 génisses, 32 veaux, 63 chevreaux, 95 moutons, 300 gorets de lait, plus 11 sangliers, 700 bécasses, 400 chapons de cornouailles, 6000 pigeons, force coscossons et renfort de potage. Quand Gargantua fut à table, Grand-Gousier commença de raconter la source et cause de la guerre entre lui et Picrocole, et vint au point de narrer comment frère Jean des Entomures avait triomphé à la défense du clos de l'abbaye. Il le loua au-dessus des prouesses de Camille, Scipion, Pompée, César et Thémistocle. Sur le champ, Gargantua requit qu'on l'envoyât quérir. Ah donc, son maître d'hôtel alla sur l'heure chercher le moine et l'amena joyeusement avec son bâton de croix sur la mule de Grand-Gousier. Quand frère Jean fut venu, 1000 caresses, 1000 embrassements, 1000 bonjours furent donnés. Frère Jean, mon ami, frère Jean, mon grand cousin, frère Jean de par le diable. L'accolade, mon ami. À moi l'embrassade. Oh, tsa, couillon. Viens ça que je t'éreinte à force de t'accoler. Et frère Jean de rigoler. Jamais homme ne fut tant courtois et gracieux. Page de l'eau. Boute, mon enfant, boute. Elle me rafraîchira le foie. Baille ici que je me gargarise. Comment délogerons-nous ce Picrocole du château fort de la Roche-Clermont où il s'est remparé? Assiégeons-le. Hein? Et que ferons-nous, nous autres, pendant ce temps? Jouerons-nous au tarot, tric-trac ou à tire-lit-antenne comme font les femmes et les petits-enfants? Par les cornes du diable, attaquons, oui! Nous encerclerons le château. Non. Et aussitôt, attaquerons. Ah! Chacun de nous prendra le commandement d'un corps d'armée. Vous, Ponocrate, donnerez l'assaut le premier par le nord. Je, sur les coteaux alentours, vous appuierez de mon artillerie. La défense picrocoline sera contrainte de dégarnir les remparts sud. Lors, frère Jean et ses gens y grimperont sans bruit et se jetteront horriblement dans la place. Et Picrocole et les siens n'auront le choix que de batailler en dedans ou fuir sans ordre ni maintien. Oh ventre cinglé! Si ce n'est pas du grand art militaire que Belzébuth me coupe les oreilles. Page, à la humerie, crac, 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 porte du vin et du meilleur. Par Dieu, buvons à notre santé. Mais aurons-nous des gens à suffisance? Oh, pour sûr. Tous les bourgeois et marchands de la région nous prêteront main forte, car Picrocole, par ses excès, leur cause grand dommage. Mes amis, je bois au succès de cette entreprise, et prie Dieu qu'il nous accorde son aide, car nous ne sommes mus par aucune pensée belliqueuse, mais au contraire, en souci de sauvegarder la paix. Tu Dieu, brave homme, tu ferais pleurer un âne. Orsa, à boire, à boire. Puis nous nous reposerons pour être frais demain. Oh, à propos, pourquoi est-ce que les cuisses des damoiselles sont toujours fraîches? Ce problème n'est ni en Aristote, ni en Platon, ni en Plutarque. C'est pour 3 causes par lesquelles un pareil lieu est naturellement rafraîchi. Primo, parce que l'eau en décourt tout du long. Secondo, parce que c'est un lieu ombrageux, obscur et ténébreux, auquel jamais le soleil ne luit. Et tertio, parce qu'il est continuellement éventé par la braguette. À boire! Ah, que Dieu est bon qui nous donne ce bon piot. J'avoue, Dieu, que si j'eusse été au temps de Jésus-Christ, j'eusse bien empêché que les Juifs ne l'eussent pris au jardin des Oliviers.
Je me donne au diable si j'eusse failli de couper les jarrets à messieurs les apôtres qui fuyèrent tant lâchement après avoir bien soupé et laissèrent leur bon maître au besoin. Le corps Dieu! Je hais, plus que poison, un homme qui fuit quand il faut jouer du couteau. Comment vous jurez, frère Jean? Ce n'est que pour orner mon langage. Ah, foi de chrétien, j'entre en grande rêverie considérant l'honnêteté de ce moine, car il nous ébaudit ici tous. Et pourquoi donc, les appelant trouble fête, est-ce qu'on chasse les moines de toutes les bonnes compagnies? Il n'y a rien de si vrai que le froc et la cagoule tirent à soi les opprobres, injures et malédictions du monde. Hein? La raison péremptoire est parce qu'ils mangent la merde du monde, c'est-à-dire les péchés, et comme mâches merde, on les rejette en leurs couvents et abbayes. Mais si vous entendez pourquoi un singe en une famille est toujours moqué et harcelé, vous entendrez pourquoi les moines sont fuis de tous, et des vieux et des jeunes. Le singe ne garde point la maison comme un chien, il ne tire pas la charrue comme le bœuf, il ne produit ni lait ni laine comme la brebis, il ne porte pas le fardeau comme le cheval. Ce qu'il fait, oui, est de tout conchier et gâter. Voir, mais les moines, eux, prient Dieu pour nous. Bon, si peu. Vrai qu'ils assomment tout leur voisinage à force de trinque-baller leurs cloches. Par ma foi, une messe, une matine, une vêpre bien sonnée sont adomidite. Ils comptent force patenote entre lardés de longs Ave Maria sans y penser ni rien entendre. Ce que j'appelle moque-Dieu et non en raison. Mais tel n'est point notre bon frère Jean, hein. Aussi chacun le souhaite en sa compagnie. Il n'est point bigot, il n'est point déguenillé, il est honnête, joyeux, délibéré, courageux, bon compagnon. Il travaille, il défend les opprimés, il réconforte les affligés, il subvient aux souffreteux et il défend le clos des habits. À propos, pourquoi est-ce que frère Jean a un si beau nez? Parce qu'ainsi Dieu l'a voulu, lequel nous fait en telle forme selon son divin arbitre. Parce qu'il fut le premier à la foire des nez, il a pris le plus beau. Trit. Selon la vraie philosophie monastique, c'est parce que ma nourrice avait les tétins mollets. Et là, tétant, mon nez y enfonçait comme dans du beurre. Et là, s'élevait et croissait comme pâte dans le pétrin. Les durs tétins de nourrice font les enfants Camus. Mais gai, compagnons, gai! Le lendemain, comme l'avait prévu Gargantua, tous les bourgeois et marchands de la région, du marché vieux, du bourg Saint-Jacques, de Parillet, de la Rivière, des Roches Saint-Paul, du pont de Clame, des Bourdes, des Coulaines, de Bourgueil, de Montsoreau et autres lieux confins, envoyèrent devers Grangousier ambassade pour lui dire qu'ils étaient avertis des torts que lui faisait Picrocole. Et pour le salut de leur confédération, ils lui offraient tout leur pouvoir, tant d'argent que de gens et autres munitions de guerre. Ainsi, le bonhomme Grangousier reçut 124 millions et 2 écus et demi d'or, 2500 hommes d'armes, 23 000 arquebusiers, 140 000 aventuriers et 4 000 chevaux légers, le tout avitaillé pour 6 mois et 4 jours. Gargantua eut la charge totale de toutes les armes. Grangousier demeura en sa maison et leur donnant courage par de bonnes paroles, promit grand don à ceux qui feraient quelques prouesses. Puis gagnèrent le gué de Vède et par bateaux et ponts légèrement faits passèrent outre d'une traite et arrivèrent devant le château où était la retraite Picrocoline. Gargantua considéra l'assiette de la ville, installa le camp de ses armées afin de l'encercler comme il avait décidé en son plan de bataille. À la vue et au bruit considérable qu'il faisait alentour, les gens de Picrocole commencèrent à se conchier de peur. Seigneur,
Seigneur! Oh, je ne sais quelle issue sera de cette entreprise. Je vois nos gens peu confirmés en leur courage. Ils considèrent que sommes ici mal pourvus de vivres et peu en nombre. Davantage, il vient grand renfort de gens à nos ennemis. Et nous sommes assiégés. Et je ne vois comment ce ne sera à notre ruine totale. Brun! Vous me semblez comme des anguilles de melun. Vous criez d'avant qu'on vous écorche. Laissez-les seulement venir. Ah donc Gargantua fit donner l'assaut. Le moine prit avec lui 6 enseignes et 200 hommes d'armes, et en grande diligence traversa les marais pour gagner les murailles par le sud. Ponocrate, le premier, attaqua par le nord. Les gens de Picrocole ne savaient si le mieux était de sortir hors des remparts et les recevoir, ou bien garder la place sans bouger. Picrocole passa outre et sortit furieusement avec quelques bandes d'hommes, et là furent reçus et festoyés à grands coups de canon qui grêlaient depuis les coteaux tenus par les gargantuistes. Ceux du château les appuyaient du mieux qu'ils pouvaient et s'étaient tous massés du côté de l'attaque, tirant à boulets rouges sur l'artillerie adverse afin de maintenir leur roi en sauvegarde. Et tous visaient Gargantua à la tête, pour ce qui s'est dépassé de beaucoup la cime des arbres. Et Simenu tirait contre lui qu'il s'écria: Ponocrate, mon ami, ces mouches ici m'aveuglent. Baillez-moi quelques rameaux de saule pour les chasser. Ponocrate l'avisa que les mouches n'étaient autres que les coups d'artillerie qu'on tirait du château. Une escouade picrocoline donna fièrement sur nos gens. Mais peu en profitèrent, car la jument de Gargantua pissa pour se lâcher le ventre. Et ce fut en telle abondance que toute la bande des ennemis aventurés par là fut noyée en grande horreur. Lors, Picrocole, affolé, voulut battre en retraite. Mais frère Jean, cependant, voyant les remparts qu'il venait assiéger, dénués de gens, avait gagné la muraille, était monté dessus sans bruit, puis s'était écrié horriblement, et sans résistance, avait furieusement tué les gardes demeurés là. Ensemble, avec ses hommes d'armes, ils avaient envahi la place qui s'était aussitôt rendue à leur merci. Puis, par la porte septentrionale, le moine, sans attendre, était ressorti prendre Picrocole à revers. Le triste sire et ses gens, voyant que tout était désespéré, prirent la fuite en tous sens. Lors, frère Jean les poursuivit, tuant et massacrant tous les fuyards qu'il attrapait, sans épargner personne. Aux uns, de son braquemar, coupait entièrement les veines jugulaires et les artères spagitiques, jusqu'aux 2 amygdales, et retirant le coup porté, entrouvrait la moelle spinale entre la seconde et la tierce vertèbre. Aux autres, de son bâton de croix, tranchait la tête par la commissure sagittale, enlevant une grande partie de l'os caudal, fendait les 2 méninges, ouvrait profondément les ventricules postérieurs du cerveau. Les crânes demeuraient pendant par derrière sur les épaules, attachés par la peau en forme de bonnet doctoral, noir par-dessus, rouge par-dedans. Les ennemis, affolés, ressemblaient à des ânes qui ont au cul un temps ou une mouche qui les pique. Ils couraient ça et là sans respirer ni prendre de repos, dépourvus de sens et poursuivis par une terreur panique. Passant sous un noyer, frère Jean embrocha la visière de son aume à une grosse branche. Ce nonobstant, il donna fièrement des éperons à son cheval, lequel était chatouilleux, et bondit en avant. Gargantua et Ponocrate, qui suivaient à petite distance, le trouvèrent ainsi, pendu au noyer, criant et agitant ses bras comme les ailes d'un moulin. Au meurtre! Au meurtre! À la trahison! Sire, venez voir notre bon frère Jean, pendu comme Absalom. Oh, vous avez mal vu, Ponocrate, en le comparant à Absalom, car Absalom, comme dit la Bible, se pendit par les cheveux. Et notre moine, qui est ras de la tête, s'est pendu, ce me semble, par les oreilles. Aidez-moi, par le diable! Est-il bien temps de jaser? Vous ressemblez à ces prêcheurs qui disent que quiconque verra son prochain en danger de mort
Il le doit, sous peine d'excommunication, plutôt admonester de se confesser et mettre en état de grâce que de l'aider. Si donc je vous vois tomber dans une rivière et près d'être noyé, au lieu de vous aller quérir et vous tendre la main, je vous ferai un beau et long sermon sur le mépris du monde et la fuite des siècles. Et quand vous serez raide mort, je vous irai pêcher. Ne bouge pas, mon mignon. Je vais venir te quérir, car tu es un gentil petit moine. Ponocrate ? Oui. J'ai vu plus de 500 pendus, mais je n'en ai jamais vu qui eut meilleure grâce en pendillant que notre bon frère Jean. Et si je l'avais aussi bonne que lui, je voudrais ainsi pendre toute ma vie. Aurez-vous tantôt assez prêché? Aidez-moi, par Dieu, puisque par le diable, vous ne voulez pas. Par l'habit que je porte, vous vous en repentirez. Ponocrate descendit de son cheval et, montant au noyer, souleva le moine par les goussets d'une main et de l'autre, défit sa visière du creux de l'arbre et le laissa tomber à terre. Dis, continuons. Il reste des fuyards à rattraper, dont ce diable de Picrocole que j'étriperai volontiers. Non, non, laissons-les. Selon la vraie discipline militaire, il ne faut jamais mettre son ennemi en désespoir ni vouloir le détruire totalement sans en laisser un seul pour porter la nouvelle à la ronde. Que de victoires ont échappé à leurs vainqueurs et se sont changées en défaites à trop vouloir pousser à bout la fortune des armes. Picrocole, cependant, désespéré, fuyait vers l'île Bouchard. Au chemin de rivière, son cheval s'abattit à terre. À quoi fut tant indigné que, de son épée, le tua en sa colère. Puis, ne trouvant personne qui le remontât, voulut prendre un âne du moulin qui, là, auprès, était. Mais le meunier le meurtrit tout de coup, le détroussa de ses habillements et lui bâilla pour soi couvrir une méchante souquenille. Ainsi s'en alla le pauvre colérique. Puis, passant la rivière du port Huot et racontant ses malfortunes, rencontra une vieille sorcière. Mon bon seigneur, donnez-moi votre main, que je prédise votre avenir. Oh, il faut me croire, mon bon seigneur. N'avais-je point prédit que cette année, les aveugles ne verraient que bien peu? Les sourds entendraient assez mal. Les muets ne parleraient guère. Et les riches se porteraient un peu mieux que les pauvres. Les couilles prendraient à plusieurs, faute de gibecières. Les puces seraient noires, pour la plus grande part. Le ventre irait devant, et le cul s'assoirait le premier. Vieillesse serait incurable cette année, à cause des années passées. Ceux qui auront flux de ventre iraient souvent à la selle percée. Et, attendu la comète de l'an passé et la rétrogradation de Saturne en automne, on vendangerait. Me donnez votre main en confiance, Seigneur. Oh. Oh. Je vois ici que ton royaume te sera rendu à la venue des coqs-cigrues. Et
Que sont donc ces bêtes, madame, dont je n'ai jamais ouï parler? Ce sont de grands oiseaux, mon bon seigneur, qui ont des dents. N'oublie pas, à la venue des coqs cigrus, ton royaume te sera rendu. Depuis, ne sais ce qu'il est devenu. Toutefois, l'on m'a dit qu'il est à présent pauvre gagne-denier à Lyon, colère comme d'avant, et toujours s'enquérant à tous étrangers de la venue des coqs cigrus, espérant certainement, selon la prophétie de la vieille, être à leur venue réintégré à son royaume. À son retour au lieu de la bataille, Gargantua fit comparaître devant lui sur la grande place du château tous ceux de l'armée picrocolline qui avaient été faits prisonniers, et leur fit un grand et beau discours. Je regrette de tout mon cœur que Picrocole, votre maître, ne soit ici, car je lui eusse donné à entendre que cette guerre était faite sans mon vouloir, sans espoir d'accroître ni mon bien ni mon nom. Mais puisqu'il s'était perdu et qu'on ne sait où ni comment il s'est évanoui, je veux que son royaume demeure entier à son fils. Ne voulant aucunement dégénérer de la débonnaire héréditaire de mes parents, vous autres maintenant je vous absous et délivre, et vous rends francs et libres comme auparavant. Mais je considère que trop grande facilité de pardonner aux malfaisants leur est occasion de plus mal faire encore. Aussi, je veux que me livrer avant de repartir, premièrement, ces beaux foissiers qui ont été la source et cause première de cette guerre par leur vaine outrecuidance. Secondement, tous les conseillers, capitaines, officiers et domestiques de Picrocole qui l'auraient incité, loué ou conseillé de sortir de ses limites pour ainsi nous inquiéter. Aucun mal ne leur ferait, sinon qu'ils tireront les presses de mon imprimerie, laquelle j'instituerai. Les autres, comme je vous l'ai dit, êtes dorénavant libres et d'abondants, avant que de partir seraient payés, chacun pour 3 mois en bonne monnaie sonnante et trébuchante, pour vous pouvoir retirer en vos maisons et familles et y mener une vie de labeur paisible et utile. La paix de Dieu soit avec vous. Cette harangue finie, furent livrés les séditieux requis par Gargantua, excepté ceux qui avaient fui avant la bataille. Il fit panser et traiter dans son grand hôpital les navrés et blessés des 2 camps, qui étaient, comme entendez, en nombre énorme, sans compter les femmes et les petits-enfants. Au retour de son fils, le bonhomme Grangousier fut tant joyeux qu'il ne serait possible de le décrire. Ah donc, il leur fit servir un festin le plus magnifique, le plus abondant, le plus délicieux qui fût jamais vu. À l'issue de la table, il fit compter à chacun 1200 000 écus de ses coffres, et d'abondant leur donna à perpétuité ses châteaux et terres voisines en récompense promise. Restait seulement le moine à pourvoir. Frère Jean, je te veux faire abbé de Seuillé. Trut, trut, je refuse. Ah, alors je te veux donner l'abbaye de Bourgueil ou celle de Saint-Florent, laquelle mieux te dit. Ou les deux, si tu les prends à gré.
D'abbaye, je ne veux charge ni gouvernement, car comment pourrais-je gouverner autrui qui moi-même gouverner ne saurait? Oh non, non. Si vous semble que vous ayez fait et puisse à l'avenir faire service agréable, octroyez-moi de fonder une abbaye selon mon plan. La demande me plaît. Je t'offre tout mon pays de Thélème, près de la rivière de Loire, à 2 lieues de la grande forêt de Port-Vaux. Mais dis-moi, frère Jean, comment sera cette abbaye? Ah, au contraire de toutes les autres. Premièrement, donc, il n'y faudra jamais bâtir de murailles alentour, car toutes les autres abbayes sont fièrement murées. Par ma foi, oui. Et où mur il y a, et d'avant et d'arrière, il y a force murmure, envie et conspiration mutuelle. Davantage, vu qu'en certains couvents de ce monde est en usage que, si une femme y entre, j'entends de ces femmes prudes et pudiques, on nettoie la place par laquelle elles ont passé, fut ordonné que là, si religieux ou religieuses y entraient par hasard, on nettoierait furieusement tous les lieux par lesquels ils auraient passé. Et parce qu'aux religions de ce monde, tout est compassé, limité et réglé par l'heure, fut décrété que là ne serait horloge ni cadran aucun. Car, disait Gargantua, la plus grande perte de temps est de compter les heures, et la plus grande rêverie du monde est de soi gouverner au son d'une cloche et non aux dictées du bon sens. Item, parce qu'en ce temps-là, on ne mettait en religion les femmes, sinon celles qui étaient borgnes, boiteuses, bossues, laides, défaites, folles, insensées, maléficiées et tarées, ni les hommes, sinon ceux qui étaient catarreux, malnés et niais. À propos, une femme qui n'est ni belle ni bonne, à quoi vaut-elle? Ça, à mettre en religion. Voir, et à faire des chemises. Fut ordonné que là ne seraient reçues les femmes, sinon les belles, bien formées et bien naturées, et les hommes, sinon les beaux, bien formés et bien naturés. Item, parce qu'au couvent des femmes n'entraient jamais les hommes, sinon à la dérobée et clandestinement, fut décrété que là ne seraient les femmes sans que les hommes y fussent, ni les hommes sans qu'y fussent les femmes. Item, parce que tant les hommes que les femmes, une fois reçus en religion, étaient forcés et astreints d'y demeurer perpétuellement leur vie durant et respecter 3 vœux, à savoir les vœux de chasteté, de pauvreté et d'obédience, fut établi que là, honorablement, on pourrait être marié, riche, vêtu en liberté, et sortirait qui voudrait, quand bon lui semblerait. Au regard de l'âge légitime, les femmes y étaient reçues depuis 10 ans jusqu'à 15 ans, et les hommes depuis 12 jusqu'à 10 et 8. Ainsi fut fait. Et l'abbaye de Thélème construite, toute la vie des Télémites y était employée non par loi, statut ou règle, mais selon leur vouloir et franc arbitre. Se levaient du lit quand bon leur semblait, bevaient, mangeaient, travaillaient et dormaient quand le désir leur en venait. En leur règle n'était que cette clause: fais ce que voudras. Parce que Jean, libre, bien né, bien instruit, conversant en compagnie honnête, ont par nature un instinct et aiguillon qui toujours les pousse à vertu et écarte du vice. Si quelqu'un ou quelqu'une disait « Buvons », tous bevaient. Si quelqu'un ou quelqu'une disait « Jouons », tous jouaient. Et si quelqu'un ou quelqu'une disait « Allons nous ébattre au champ », tous y allaient. Tant noblement étaient éduqués qu'il n'y avait entre celui ni celle qui ne sût lire, écrire, chanter, jouer d'instruments harmonieux, parler de 5 ou 6 langages, et en y se composer tant en prose qu'en vers. Jamais ne furent vus chevaliers tant preux, tant galants, si adroits à pied et à cheval, plus vifs, mieux remuant, mieux maniant toutes les armes que là étaient. Jamais ne furent vues dames tant propres, tant mignonnes, moins fâcheuses, plus habiles de la main à tout acte féminin honnête et libre que là étaient. Par cette raison, quand le temps était venu qu'aucun de cette abbaye
à la requête de ses parents, ou pour une autre cause voulut partir. Avec soi, il emmenait une des dames, celle qu'il avait choisie pour chevalier, et ils étaient ensemble mariés. Et si bien avait vécu Athélème en dévotion et amitié, encore mieux le continuait-il en mariage, et d'autant s'entraimaient-ils à la fin de leur jour comme le premier de leurs noces. Beuveurs très illustres, et vous, vérolés très précieux, ici finit cette vie très horrifique du grand Gargantua. Autres histoires et aventures vous conterez demain. À la composition de ce livre, je, maître François Rabelais, n'ai perdu ni employé jamais plus d'autre temps que celui qui était établi à prendre ma réfection corporelle, à savoir en buvant et mangeant. Oh, ébaudissez-vous, mes amours, et gaiement, tout à l'aise du corps et au profit des reins, vous souviennent de boire ma santé pour l'appareil. Et grande chère,